pour ce cours qui est assez nouveau, qui va bien changer de celui que je suis en train de mener parallèlement avec l'organisation de la société romaine, on va partir sur quelque chose de plus philosophique ici. Vous pouvez le voir avec la diapositive à l'écran, avec Montesquieu. Donc je vous propose une étude aujourd'hui, et sur plusieurs auteurs, je ne sais pas encore le nombre d'auteurs qu'on va aborder, une étude de plusieurs extraits qui vont concerner la philosophie politique, hein. Donc qui est un champ disciplinaire à l'intérieur de la philosophie, on pourrait dire, hein. Il y a différentes façons d'aborder la philosophie, et la philosophie politique en fait partie. Et donc, comme son nom l'indique, évidemment, elle s'intéresse à la politique. Alors, en général, elle est plus abordable. Les gens la préfèrent parce que c'est vrai que la philosophie politique reste plus simple dans les concepts qui sont évoqués, alors que certaines fois, la philosophie quand elle traite la question de la religion ou le matériel, l'immatériel, toutes ces questions-là, par exemple la méthode de Descartes, bon, là on est sur des ouvrages beaucoup plus complexes et sur des raisonnements également plus complexes à aborder. Alors que la philosophie politique reste assez simple dans les concepts énoncés. Et je trouve qu'il est intéressant de se pencher sur cette philosophie politique et de voir un petit peu comment les esprits ont évolué à travers le temps, hein. Donc ici, on va commencer, pour les premiers auteurs se situeront au XVIIIe siècle, hein, forcément, puisqu'on est à l'époque des Lumières, hein, donc on est à la naissance de la philosophie moderne, de la philosophie des Lumières, hein. Bon, philosophie, on va le voir, qui est très inspirée de la philosophie antique, hein, puisque tous les auteurs des Lumières sont des auteurs, des philosophes imprégnés d'une culture antique, qui font partie de leur héritage culturel. Et donc, forcément, on retrouve des références ou même des concepts rattachés à la philosophie antique. Alors, ces différents extraits, je les ai tirés d'un ouvrage, alors je ne vous l'ai pas mis à l'écran, j'aurais peut-être dû, qui s'appelle 1789, recueil de textes et documents du XVIIIe siècle à nos jours. Et donc, c'est une sorte de compilation de différents textes, qu'ils soient pas forcément de philosophes, hein, parce que arrivé au 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e siècle, on a des textes, on retrouve des textes de Léon Gambetta, ou même de Jules Ferry, donc des personnes qui ne sont pas des philosophes à proprement parler. Donc ça regroupe, si vous voulez, voilà, une sorte de grosse compilation de textes principaux du XVIIIe siècle à nos jours, qui vont conceptualiser plein d'idées politiques. Alors je pense que c'est un très bon ouvrage, il est très utile euh, pour avoir cette connaissance des différents textes, hein, qui vont toujours vous servir. Bon, là je parle plutôt pour des élèves et des étudiants, hein, que ce soit en littérature, que ce soit en histoire ou en philosophie. C'est d'avoir ces références-là, ça peut toujours vous servir pour argumenter. Bon. Et après, ça peut vous servir pour le plaisir également. Le plaisir d'avoir à peu près une culture philosophique, littéraire sur les auteurs. Donc ici, on va traiter avec Montesquieu un ouvrage en particulier, donc vous aurez à peu près une connaissance d'une partie de la philosophie de Montesquieu. Voilà. Et je voudrais également citer, c'est la première phrase qui est dite dans l'ouvrage,
trouve très intéressante d'ailleurs. Elle est la suivante. Là, l'éloquence et la philosophie s'unissaient quelquefois pour jeter aux pieds des trônes épouvantés de longs sillons de lumière à travers l'antique nuit des préjugés et des erreurs. Alors, cette phrase-là est tirée de rapport sur l'inspection publique du 23 Vendémiaire de l'an 4, calendrier républicain, par Pierre Donoux, donc, qui est un homme politique et un historien français du 19e siècle. Et donc c'est cette phrase-là qui introduit le 18e siècle. L'éloquence et la philosophie s'unissaient quelquefois pour jeter au pied des trônes épouvantés, de longs sillons de lumière, bien évidemment, à travers l'antique nuit des préjugés et des erreurs. Donc là, on retrouve le conflit classique mis en évidence, et le combat, pourrions-nous dire, des philosophes du XVIIIe siècle, philosophes français particulièrement, hein, même si les philosophes des Lumières, on peut en retrouver dans l'espace germanique. Hein. Je ne dis pas Allemagne, parce que l'Allemagne, on peut ne dire qu'Allemagne qu'à partir de 1871, donc on parle plutôt de l'espace germanique. On en trouve hein, aussi, mais bon, c'est vrai qu'elle elle est plus vivante et elle s'attache beaucoup plus en France, hein, alors que dans les autres pays monarchiques, les vieilles monarchies européennes, ces idées sont très vite réprimandées, de peur justement que ces idées prennent de l'ampleur et que le pouvoir soit renversé. Hein, c'est ce qui arrivera en France, hein, notamment. Et donc, d'autant plus après la Révolution française, ces courants des Lumières combinés à ceux de la Révolution vont vraiment être réprimés dans les monarchies européennes, hein, parce qu'il y a cette peur d'avoir une révolution, justement. Donc cette phrase, en effet, elle introduit bien le XVIIIe siècle, et donc ce conflit entre philosophes et rois anciens face aux souverains nouveaux et aux philosophes éclairés. Hein. Donc vous avez toujours le contraste jour-nuit, hein. L'obscurantisme face aux philosophes des Lumières. Voilà. Donc à l'écran, vous pouvez voir notre cher Montesquieu, avec un de ses ouvrages les plus connus, L'Esprit des lois, bien évidemment. Donc pour vous faire une rapide biographie, disons, de Montesquieu, même pas une biographie, plutôt une analyse philosophique de Montesquieu. Alors, Charles de Secondat, son prénom, baron de Montesquieu, il est justement un des pères de la philosophie politique. C'est pour ça que j'ai voulu personnellement, et puis le livre a fait pareil, donc on s'est retrouvé, si vous voulez, sur ce point-là, commencer par Montesquieu, puisque justement il est le père de la philosophie politique. Il est inspiré par les théories libérales de l'anglais John Locke. Alors cet anglais John Locke a publié en 1690 le traité sur le gouvernement civil. C'est un philosophe et un économiste également, qui appartient à la philosophie du contrat. On y reviendra plus tard, hein. Pour l'instant je ne développe pas ce pan-là de la philosophie, parce qu'on y reviendra avec Rousseau, évidemment, qui est l'incarnation française ultime de la philosophie du contrat. Il refuse la monarchie absolue et il veut une séparation des pouvoirs. Donc tous ces points-là, du moins le refus de la monarchie, la séparation des pouvoirs, on les retrouve chez Montesquieu. Évidemment, Montesquieu, c'est le fer de lance français de la séparation des pouvoirs. Tout le monde le sait. Alors pour Montesquieu, la liberté, sur le plan politique, c'est l'obéissance aux lois. Alors ça peut un petit peu surprendre, puisqu'aujourd'hui on revendique que la liberté, c'est tout le contraire, plutôt. C'est une sorte de désobéissance à la loi.
Mais pour Montesquieu, la liberté, voilà, sur un plan politique, attention, hein, c'est bien sur un plan politique, c'est une obéissance aux lois. On va voir dans son ouvrage justement que la loi, hein, d'ailleurs on retrouve ici sur la diapositive, vous voyez le X, hein, à l'époque on mettait le X, c'est un hommage à la lex romaine, hein, puisque loi vient du latin lex. Donc on a gardé longtemps cet hommage, entre guillemets, au droit romain, gardant le X à la fin de loi. Aujourd'hui remplacé par un S, bien sûr. Donc les lois sont très importantes chez Montesquieu. Elles sont véritable fondement de beaucoup de choses. Et pour Montesquieu, le gouvernement républicain est celui où le peuple, ou une partie du peuple, a la souveraineté. Voilà, il y a les deux. Donc, dans la première conception, donc, le peuple, c'est bien évidemment une démocratie, et une partie du peuple, là, on dérive, entre guillemets, sur une aristocratie, si vous voulez. Mais toujours une aristocratie républicaine, bien évidemment. Alors, ces grandes œuvres, on peut relever les Lettres persanes en 1721, la considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence en 1734, et bien évidemment l'Esprit des lois en 1748. Et alors, je vous ai pioché 3 citations pour introduire un petit peu Montesquieu, qui je trouve, résume assez bien la philosophie de Montesquieu. La première est la suivante. La République est le régime où le peuple, encore ou seulement une partie du peuple, donc on revient encore une démocratie, seulement une partie du peuple, l'aristocratie. Donc encore ou seulement une partie du peuple a la souveraineté, puissance. Donc là, l'idée de souveraineté, puissance, on la retrouve aujourd'hui chez ceux qu'on appelle les populistes, si vous voulez, ou alors ce qui a été longtemps la revendication, et encore aujourd'hui, de l'extrême gauche, la volonté de cette souveraineté qu'on qualifie de populaire, hein, souveraineté populaire. Et ici, c'est une sorte de volonté de souveraineté populaire, hein. Mais sauf qu'il n'y a pas la partie du peuple dans la souveraineté populaire. L'idée de souveraineté populaire, c'est vraiment l'ensemble du peuple. Autre citation, si dans l'intérieur d'un État, vous n'entendez le bruit d'aucun conflit, vous pouvez être sûr que la liberté n'y est pas. Très intéressant comme citation. Qui nous prouve que, la chose cachée, entre guillemets, dans cette citation, en clair, c'est quand on dit, quand il dit n'entendez le bruit d'aucun conflit, donc c'est-à-dire la présence d'aucun débat, hein, et Dieu sait que les premiers temps à l'Assemblée nationale euh, ont été compliqués, hein, puisque avant le public était admis au sein de l'Assemblée et pouvait participer directement aux séances de l'Assemblée, ce qui a été arrêté par la suite parce que les séances devenaient ingérables et les témoins, hein, qui nous rapportent, qu'ils soient politiques ou même simples témoins, qui nous rapportent les séances de l'Assemblée nationale, les premières séances, hein, puis plus tard la constituante, nous disent bien que les séances étaient mouvementées et que certaines fois ça se finissait en vrai, quasiment presque en bagarre, hein, tellement les combats portés étaient importants, et combien justement les hommes qui portaient ces idées donneraient quasiment jusqu'à leur vie pour les défendre, hein. Donc c'est ça que Montesquieu sous-entend avec le bruit d'aucun conflit, c'est-à-dire les débats. Donc évidemment, s'il n'y a pas de débat, la liberté n'existe pas. Et dernière citation qui peut prêter à sourire, et avec soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Les peuples ont le gouvernement qu'ils méritent. Donc si vous êtes un peuple qui se comporte bien, vous aurez un bon gouvernement. Si vous êtes un peuple qui se comporte mal, vous aurez un mauvais gouvernement. C'est une façon de voir les choses. Alors voilà, je vous ai présenté Montesquieu. Donc nous allons étudier ensemble 3 extraits
de l'esprit des lois. Alors, je ne l'ai pas précisé également, mais je le précise maintenant. Je ne suis pas philosophe personnellement, je ne suis pas historien de la philosophie. J'ai fait un petit peu de philosophie comme tout le monde quand j'étais à l'école. Donc rien, si vous voulez, je n'affirme rien, je ne revendique rien en tant que philosophe. Je parle ici en tant que moi-même, hein, en tant que ma propre personne, et je vous donne un avis, alors que vous pouvez contester, vous avez totalement le droit, hein, c'est le but de la philosophie également, de contester cela. Je vous donne un avis d'interprétation sur ces différents textes que nous allons étudier. Je vous donne un avis, mon avis. Je ne dis pas que c'est l'avis universel, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est une interprétation personnelle des ouvrages. Voilà. Donc, voici le premier extrait, donc comme je vous l'ai dit, tiré de La liberté des lois, l'esprit des lois, livre 4, chapitre 4 et 5. Alors je vais commencer par lire du coup ce petit extrait, avant par la suite que nous le découpions. La plupart des peuples anciens vivaient dans des gouvernements qui ont la vertu pour principe, et, lorsqu'elle y était dans sa force, on y faisait des choses que nous ne voyons plus aujourd'hui et qui étonnent nos petites âmes. Leur éducation avait un autre avantage sur la nôtre. Elle n'était jamais démentie. Épaminondas, la dernière année de sa vie, disait, écoutait, voyait, faisait les mêmes choses que dans l'âge où il avait commencé d'être instruit. Aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes ou contraires. Celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Cela vient, en quelque partie, du contraste qu'il y a parmi nous entre les engagements de la religion et ceux du monde, chose que les anciens ne connaissaient pas. C'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de toute la puissance, pardon, j'ai mis le, c'est là, toute la puissance de l'éducation. La crainte des gouvernements despotiques naît d'elle-même parmi les menaces et les châtiments. L'honneur des monarchies est favorisé par les passions et les favorisent à son tour. Mais la vertu politique est un renoncement à soi-même, qui est toujours une chose très pénible. On peut définir cette vertu l'amour des lois et de la patrie. Cet amour, demandant une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre, donne toutes les vertus particulières. Elles ne sont que cette préférence. Cet amour est singulièrement affecté aux démocraties. Dans elles seules, le gouvernement est confié à chaque citoyen. Or, le gouvernement est comme toutes les choses du monde. Pour le conserver, il faut l'aimer. On n'a jamais ouï dire que les rois n'aimassent pas la monarchie ou que les despotes, haïssent le despotisme. Tout dépend donc d'établir dans la République cet amour. Et c'est à l'inspirer que l'éducation doit être attentive. Mais, pour que les enfants puissent l'avoir, il y a un moyen sûr, c'est que les pères les tuent même. On est ordinairement le maître de donner à ses enfants ses connaissances, on l'est encore plus de leur donner des passions. Si cela n'arrive pas, c'est que, si cela n'arrive pas, c'est que ce qui a été fait dans la maison paternelle est détruit par les impressions du dehors. Ce n'est point le peuple naissant qui dégénère. Il ne se perd que lorsque les hommes, faits, sont déjà corrompus. Donc voilà pour la lecture du texte en général. Donc maintenant, nous allons passer à différentes parties plus précises du texte. Donc alors, le sujet principal du texte, vous l'aurez sans doute compris, c'est bien évidemment l'éducation. L'éducation, dans le livre, on parle de l'éducation dans le gouvernement républicain. Donc c'est ce que nous explique Montesquieu. Alors déjà, voilà, j'ai découpé cette première partie. Donc la plupart des peuples anciens vivaient dans les gouvernements qui ont la vertu pour principe.
Alors déjà, les peuples anciens, pour un philosophe des Lumières, je vous l'ai dit tout à l'heure, le peuple des anciens, ça va être les Romains et les Grecs. Ce sont les deux piliers, si vous voulez, quand on parle des anciens pour les philosophes des Lumières. Et ces deux-là pour des choses assez différentes. Les Grecs, on retient des Grecs la philosophie et, quasiment de la même manière, puisque les deux étaient très souvent liés, l'éducation. La philosophie et l'éducation. Voilà l'héritage grec que veulent conserver, si vous voulez, les philosophes des Lumières. La philosophie grecque et leur éducation. Donc quelque chose de plus culturel. Pour les Romains, on est sur quelque chose de plus politique. Ce que l'on retient des Romains, puisque les philosophes des Lumières retiennent et conservent des Romains, c'est la Respublica, la République. Alors qui est déjà théorisée chez les Grecs, avec la République de Platon. Bon. Mais les Romains le mettent réellement en pratique. On ne peut pas nier l'existence de la République romaine. Voilà. Donc pour les Romains, ces philosophes conservent la République. Et c'est bien évidemment ce qui arrive en septembre 1792. Septembre 1792, lorsque la République est proclamée, bien évidemment cette République est nourrie de l'héritage romain. Et le directoire, le gouvernement du directoire, va faire la même chose. Vous avez la constitution du gouvernement du directoire qui réunit les mêmes choses. Vous avez le conseil, on retrouve le conseil des 500 et le Sénat. Pardon, c'est le conseil des anciens et le conseil des 500. Je vais y arriver. Le conseil des 500, c'est un héritage grec. C'est l'héritage direct du fameux conseil des 500, ou autrement appelé la boulée. Le conseil des anciens, c'est cette fois-ci un héritage romain, c'est l'héritage du Sénat. Oui, le Sénat, ça vient, vous avez avec le mot seigneur, tiré de Sénat. Hein. Sénat, c'est le gouvernement des anciens. Le conseil des anciens, c'est l'équivalent du Sénat. Donc vous avez une république qui est formée sur cet héritage gréco-romain. Donc c'est ça que Montesquieu, et pas seulement lui, je vous l'ai dit, dans la bouche des majorités des philosophes, c'est grec-romain, pour faire simple. Vivez dans des gouvernements qui ont la vertu pour principe. Alors là, vraiment, cette vertu, très important, justement, il y avait l'éloge à l'époque du philosophe des Lumières de ces vertus antiques qu'il fallait retrouver. Puis justement, vous aviez deux parties, disons-nous. Ceux qui avaient la vertu du plaisir, et là, ce sont les libertins, le mouvement libertin, adhèrent au principe des Lumières, mais pour eux, la vertu, c'est la vertu du plaisir, c'est la vertu de Bacchus, Bacchus, Dionysos, de la fête, du vin, et la démagogie, si vous voulez. Enfin, la démagogie, pas dans le sens de la folie, mais la démagogie dans le sens la fête à n'en plus finir. Et vous avez pour certains, comme pour Montesquieu, des vertus qui sont comme des valeurs. Vous avez des vertus également religieuses.
Donc il y a deux choses de vertu. Mais en effet, c'est un ensemble de vertus, la piété, le courage, la pauvreté. Alors vous allez dire, oui, c'est des vertus qu'on peut qualifier ou qu'on peut rattacher au catholicisme. En quelque sorte, oui. Mais ce sont ces vertus-là qu'on peut attribuer à ces gouvernements antiques. Et lorsqu'elles y étaient dans sa force, donc la vertu n'est plus comme principe mais comme une force, on y faisait des choses que nous ne voyons plus aujourd'hui et qui étonnent nos petites âmes. Donc là, il y a un côté un petit peu provocateur de la part de Montesquieu en disant nos petites âmes, voilà. Puisque lui, donc à partir de ce moment-là, via cette formulation de phrase, on peut comprendre que lui, il défend ces peuples anciens et il défend ses vertus. Puisqu'il dit qu'il étonne nos petites âmes. Donc il se moque clairement de ceux qui s'étonnent justement de toutes ces choses-là et qui, en s'étonnant, vont le tourner en ridicule. Et c'est, comme je vous le disais, c'est encore ce même genre, ces libertins, etc., qui sont pour eux une liberté extrême, une liberté sans limite. C'est eux qui s'étonnent justement en écoutant ces philosophes, qui s'étonnent, qui s'inspirent des anciens, qui disent, alors oui, il y avait une liberté, mais cette liberté, elle était contrainte dans des choses. Il y avait des vertus qu'il ne fallait pas dépasser, il y avait des institutions qui étaient là pour cadrer, ça c'est les lois. Et les libertins sont là, mais n'importe quoi, laissez-nous avec ça. Nous, on veut la liberté totale. Et donc ensuite, il nous donne un exemple de ce qui étonne nos petites âmes. Et il prend bien évidemment l'exemple de l'éducation. Leur éducation avait un autre avantage sur la nôtre, elle n'était jamais démentie. Alors cette forme de l'éducation jamais démentie a survécu pendant longtemps, puisque il n'y a pas encore si longtemps, dans les années 50, 60, la parole du maître d'école, de l'instituteur, comme on l'appelait, ne pouvait jamais être mis en cause. L'instituteur faisait partie des trois piliers de la ville, avec, par ordre d'importance, le curé, l'instituteur et le maire. Ou alors l'instituteur, le curé, le maire. Mais ce sont les trois personnes les plus importantes et les plus respectées. Donc, le maire pour son travail qu'il fait au sein de la ville, le curé parce qu'on est encore assez religieux dans les campagnes, donc on va souvent à la messe le dimanche, et l'instituteur parce que il détient le savoir. Donc, comme il détient le savoir, il est respecté et il n'est pas remis en doute. On ne remet pas en cause le savoir de l'instituteur. Eh bien, c'est cette chose-là que Montesquieu nous décrit, donc qui était déjà là à l'époque des Grecs. Et donc là, pour vous confirmer ce que je vous disais, quand Montesquieu parlait des anciens et de dire qu'il parle des Grecs, il nous cite Épaminondas. Épaminondas, qui est donc un grec. Alors Épaminondas, c'est un grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a suivi une éducation pythagoricienne assurée par Lyris de Tarente, et qui par la suite, après une carrière politique, va contribuer au développement, au rayonnement de la cité de Thèbes, au centre de la Grèce. Il va redorer le blason des Thébains. Donc Épaminondas a également été pour longtemps, et pour Montaigne aussi, un modèle grec, puisque justement il a eu cette éducation pythagoricienne qui l'a beaucoup influencé dans sa politique. Et donc il est considéré comme beaucoup, déjà à l'époque,
et pareil à l'époque des Lumières, comme un personnage important, comme un modèle. Donc Montesquieu nous dit, Épaminondas, la dernière année de sa vie, disait, écoutait, voyait, faisait les mêmes choses que dans l'âge où il avait commencé d'être instruit. Donc c'est-à-dire qu'en 40 ans, je ne sais plus ses dates de naissance et dates de mort, enfin, bon bref, disons une quarantaine d'années si vous voulez, il n'a pas changé un poil son discours. Il n'a pas changé son discours qu'il disait, écoutait. C'est-à-dire que il n'a pas non plus élargi son champ d'écoute dans le sens où on pourrait lui apporter des choses nouvelles. Non, il écoutait toujours les mêmes, donc toujours les mêmes conseils. Et voyait, donc là c'est également la même chose, voyait, c'est-à-dire que il avait son système construit dans sa tête et son système construit, il le reprojetait sur les problèmes qui lui étaient posés, peu importe quel était le problème, peu importe à quelle époque on était, il voyait la même chose. Et faisait la même chose, mais tout simplement il agissait de la même manière. Donc si vous voulez, c'est comme si aujourd'hui, on appliquait la même politique stricto sensu qu'à l'époque de De Gaulle. Ce serait complètement ingérable, et ça ne marcherait pas. Bon. Et donc Montesquieu nous dit que lui, Épaminondas, disait, écoutait, voyait, faisait les mêmes choses que là, je vous avais commencé d'être instruit. Voilà pour ce premier petit paragraphe qui était en soi pas très compliqué. Alors ensuite, un deuxième extrait. Aujourd'hui, donc là, il nous a expliqué comment ça se passait auparavant. Maintenant, il nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes ou contraires. Pardon. Donc, 3 éducations à la place de une à l'époque antique. Celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Donc ici, tout simplement, il nous détaille les 3 éducations différentes. 3 éducations qui sont réparties en fonction des périodes de la vie. Quand on est tout petit enfant, on reçoit l'éducation de son père, puis par la suite, on grandit, on va à l'école, alors au lycée, si on est à l'époque antique, on va au lycée. À l'école, on apprend, on a l'éducation inculquée par nos maîtres, puis, quand on a fini l'école, on entre aujourd'hui, on dirait la vie active, et donc on a l'éducation, soit l'éducation du monde. Bon, vous pouvez dire, là, si on s'arrête là, on peut dire, bon d'accord, en fait, ce sont 3 éducations qui se mêlent ensemble, qui collaborent ensemble, bien évidemment. Donc, on s'imagine que il y a peut-être des contradictions qui arrivent, mais sans plus. Et c'est ce qu'il nous dit après qui est intéressant. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Alors, ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Alors bon, ce qu'on nous dit, donc lui, Montesquieu part du principe que c'est quelque chose que l'on nous dit, alors ça peut être dit ou on peut imaginer que ça peut être vécu également, puisque l'éducation que nous apporte le monde, alors bien évidemment ça peut être transmis par des personnes dans notre entourage, sans que ce soit la famille, ou sans que ce soit les maîtres, mais ça peut être également des choses que l'on subit, hein. Vous imaginez des échecs personnels, etc. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier justement de cette éducation du monde. Et donc cette dernière renverse toutes les idées de la première. C'est assez impressionnant. On reçoit l'éducation de nos pères. Par-dessus, on rajoute l'éducation de nos maîtres. Donc qui en soi vient consolider un petit peu l'éducation de nos pères. Et on arrive dans le monde, tout est dévasté
par cette dernière. Et après, il essaye de donner une explication. Cela vient en quelques parties, donc c'est pas uniquement ça. Donc là, il insère quelque chose du contraste qu'il y a parmi nous entre les engagements de la religion et ceux du monde, chose que les anciens ne connaissaient pas. Ah, qu'il est habile, ce Montesquieu. Donc là, il nous passe un message religieux en filigrane, si vous voulez. Et il nous dit, voilà, la connaissance du monde, elle renverse tout. Elle renverse ce que vous avez appris de vos pères, ce que vous avez appris de vos maîtres. Bon, c'est vrai, on attend une explication. Et Montesquieu la trouve, cette explication. Bon, il dit en partie, ça vient, il explique du contraste, donc de la différence qu'il y a parmi nous, donc entre vous et moi, entre Monsieur Untel et Monsieur Dupont, voilà, bon. Entre les engagements de la religion et ceux du monde. Donc d'un côté la religion, d'un côté ceux du monde. Chose que les anciens ne connaissaient pas. Donc, moi, je comprends ça comme ça. Contraste entre les engagements de la religion et ceux du monde. Donc, il nous dit qu'il y a une différence qui s'est créée entre la religion et ceux du monde. On pourrait pas parler vraiment d'une cassure, si vous voulez. Mais, voilà, c'est voilà, un contraste. Voilà. Il ne nous dit pas vraiment qu'il y a une cassure entre les deux, mais un contraste. Chose que les anciens ne connaissaient pas. Donc là, il nous dit simplement à l'époque des anciens, la religion était présente dans le monde, si vous voulez, en quelque sorte. Elle ne faisait qu'un avec le monde. Et les engagements de la religion, qui, en général, sont instruits par les pères et les maîtres, n'étaient pas détruits par le monde. Et donc là, on peut l'interpréter comme une sorte de pic qu'il envoie aux anticléricaux, à ceux qui sont contre l'Église, mouvement qui intervient sous les Lumières. Hein, tous les philosophes des Lumières ne sont pas chrétiens, ou musulmans, ou juifs. Bon. Un certain nombre d'entre eux sont athées, jusqu'à être libertins. Donc, vous imaginez, quand on est libertin, on ne peut pas être chrétien. Montesquieu, lui, est, ou du moins, croit en la religion, croit en Dieu. Et forcément, il le met dans sa philosophie politique, parce que c'est son essence. Et puis, en plus de ça, c'est un noble. Enfin, il a le titre de baron, donc bon, les nobles sont assez croyants. Donc lui, il croit en la religion, et donc il nous glisse cette idée, voilà, de la religion donc comme un pic à tous ceux qui sont anticléricaux. Et donc il dit que quand les engagements de la religion diffèrent de ceux du monde, donc ceux du monde, c'est-à-dire ceux qui remettent en cause les théories chrétiennes, depuis des siècles et des siècles, ceux qui remettent en cause jusqu'à l'existence de Dieu, hein, tout cela, c'est eux qui créent une déstabilisation et donc qui renversent ce que nos pères et nos maîtres nous ont appris. C'est comme ça que j'interprète cette explication de ce passage. Donc vous en avez beaucoup qui remettent en cause Dieu. Vous en avez certains qui arrivent à le prouver, enfin qui croient, comme Descartes. Descartes va prouver l'existence de Dieu. Bon, tout un conflit. Troisième extrait. C'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de toute la puissance de l'éducation. Donc là,
on a la première évocation du gouvernement républicain, donc qui est l'un des fondements de la pensée de Montesquieu, donc ce républicanisme qui était très présent, donc je vous avais dit, avec John Locke, qui avait la même théorie, puisqu'il refusait la monarchie absolue, donc qui était plutôt pour un gouvernement républicain. Je vous ai dit tout à l'heure que cette chose-là était inspirée des Romains. Donc c'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de toute la puissance de l'éducation. Donc là, c'est, enfin de plus pour appuyer son propos, il dit que l'éducation doit être réellement le socle du gouvernement républicain. La crainte des gouvernements despotiques naît d'elle-même parmi les menaces et les châtiments. Donc, la crainte des gouvernements despotiques. Donc, gouvernement despotique, à l'inverse du gouvernement républicain. Alors, chez Montesquieu, 3 types de gouvernements. Le gouvernement despotique, le gouvernement monarchique, le gouvernement républicain. Alors, despotique, c'est le pouvoir qui est exercé seul. Chez Montesquieu, la monarchie, c'est un pouvoir qui va dans lequel il y a la présence de lois, mais qui ne sont pas réellement respectées. Et dans un gouvernement républicain, il y a les lois qui sont là pour borner. Et dans la monarchie, vous avez les lois, mais qui ne font pas office de borne, de limite, si vous voulez. Elles peuvent être transgressées. Donc c'est à peu près, très grossièrement, ces 3 gouvernements que distingue Montesquieu. Et on le retrouve ici. Donc ces gouvernements la crainte des gouvernements despotiques naît d'elle-même parmi les menaces et les châtiments. Donc c'est-à-dire, il nous dit que on craint les gouvernements despotiques parce que ce sont les gouvernements dans lesquels il y a des menaces et des châtiments. Et cette crainte naît des pratiques elles-mêmes du gouvernement despotique. Ensuite, l'honneur des monarchies est favorisé par les passions et les favorise à son tour. Mais la vertu politique est un renoncement à soi-même, qui est toujours une chose très pénible. La vertu politique est un renoncement à soi-même. Donc la vertu politique s'oppose aux passions. L'honneur des monarchies est favorisé par les passions, qui les favorisent à son tour. Donc les passions, ultime combat, traité sur les passions, il y a eu l'appel, ça, des traités sur les passions. Pour Montesquieu, dans la monarchie, il y a la présence de ces passions. Ces passions ont un effet néfaste sur l'homme. Puisque ces passions vont se rapporter à ce que je vous ai dit pour le libertinage, si vous voulez. Il y a le luxe, il y a l'abondance. Bon. Donc toutes ces passions ne sont pas bonnes. Et la vertu politique, donc en décalage de cette passion, la vertu politique est un renoncement à soi-même, qui est une chose très pénible. Donc il nous explique qu'il y a une vertu politique, et que c'est un renoncement à soi-même, mais il admet que c'est une chose très pénible. Donc, par la suite, il va nous expliquer ce que c'est cette vertu. Donc on peut définir cette vertu. L'amour des lois et de la patrie. Donc une fois l'arrivée des lois, 2 choses très importantes, loi, patrie. Donc là, on a l'explication de ce qu'il nous expliquait juste avant, sur la vertu politique. Cet amour, demandant une préférence continuelle
de l'intérêt public au sien propre. Donc, ici, c'est ce qu'on retrouve également dans la philosophie du contrat de chez Rousseau, le contrat social. Cet amour demande une préférence continuelle de l'intérêt public, ce que chez Kant on appellera la volonté, l'intérêt public au sien propre. Donc, favoriser l'intérêt général à l'intérêt personnel. Donc, cet amour demande une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre, donne toutes les vertus particulières. Elles ne sont que cette préférence. Donc, cet amour des lois et de la patrie donne toutes les vertus. Donc, c'est vachement bien. Donc, c'est-à-dire que si vous aimez les lois et la patrie, vous avez plein de vertus. Mais il faut aimer les lois, aimer la patrie, et il faut également mettre l'intérêt public avant toute chose. Cet amour est singulièrement affecté aux démocraties. Donc là, il nous dit, eh bien, si vous voulez tout ça et accueillir toutes ces vertus, il faut être dans une démocratie. Dans elle seule, le gouvernement est confié à chaque citoyen. Donc là, il nous fait une rapide définition de ce qu'est la démocratie. Demos, kratos. Demos, le peuple, ou l'assemblée. Kratos, pouvoir. Donc le pouvoir au peuple. Le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Or, virgule, le gouvernement est comme toutes les choses du monde. Pour le conserver, il faut l'aimer. Donc là, il nous explique pourquoi il doit y avoir cet amour de la patrie. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de patriotisme, le gouvernement ne tient pas. Et donc il nous donne deux exemples. Opposition au gouvernement républicain. On n'a jamais ouï dire que les rois n'aimassent pas la monarchie, et que les despotes haïssent le despotisme. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que les rois n'aimassent pas la monarchie. Ben oui, les rois aiment la monarchie, et les despotes aiment le despotisme. Donc, comme ils aiment ce gouvernement, ils le conservent. Donc ce que Montesquieu dit, c'est que pour arriver à un gouvernement républicain et une démocratie, il faut l'aimer. Il faut aimer la démocratie et il faut aimer le gouvernement républicain. C'est seulement avec ces deux paramètres que l'on pourra devenir un gouvernement républicain et démocratique. C'est ce qu'il nous explique en disant on n'a jamais ouï dire que les rois n'aimassent pas la monarchie et que les despotes haïssent le despotisme. Et pour conserver le pouvoir, donc c'est-à-dire que pour que ce pouvoir reste en place, voilà, ça, il faut l'aimer aussi. C'est-à-dire qu'une fois au pouvoir, ces gens-là, ces républicains, il va falloir qu'ils aiment ce qu'ils font pour pouvoir rester en place. Et la dernière partie, tout dépend donc d'établir dans la République cet amour. Et c'est à l'inspirer que l'éducation doit être attentive. Donc il nous dit, dans la République, il va falloir établir cet amour des lois, de la patrie. Et il nous dit comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est à l'éducation. Et c'est à l'inspirer que l'éducation doit être attentive. Donc, l'éducation, en plus de fournir ce qu'elle fournit déjà, elle doit fournir l'amour patriotique. Et c'est le fondement de l'éducation de la Troisième République, où on extrapole également l'esprit de vengeance, de vouloir récupérer ce qu'on appelle les provinces perdues, les provinces d'Alsace-Moselle, perdues lors de la guerre de 1870. Ces fameux hussards noirs de la République, ces instituteurs, tout en noir, très sévères. Eh bien, ils font des cours qui sont nourris d'un patriotisme énorme, qui galvanise les foules. Et c'est ce patriotisme-là qui surgit en 14, quand on part en guerre, en 14. C'est ces générations-là qui ont
suivi, ou comme appelez-le comme vous voulez, mais qui ont eu cette éducation patriotique. Et donc, c'est déjà ce que Montesquieu nous disait, c'est à l'inspirer que l'éducation doit être attentive. Mais pour que les enfants puissent savoir, il y a un moyen sûr, c'est que les pères les tuent eux-mêmes, pardon. Donc, pourquoi est-ce que il dit que c'est important que les pères l'aient eux-mêmes? Ben parce qu'on est encore sur le schéma du triptyque, si vous voulez, la tri-éducation, le tri-enseignement. Quand il nous dit, c'est à l'inspirer que l'éducation doit être attentive. Donc là, c'est la deuxième éducation, l'éducation des maîtres. Seulement, auparavant, il y a l'éducation des pères. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit, mais pour que les enfants puissent l'avoir, il y a un moyen sûr, c'est que les pères l'aient eux-mêmes. C'est de dire que si les pères ont déjà eu cette éducation et cet amour de la République, ils vont l'enseigner dès les débuts à leurs enfants, à leurs descendants, à leurs fils, qui eux-mêmes par la suite vont avoir ce même discours à l'école. Et puisque tout le monde va être comme ça, le monde ne sera pas changé. L'éducation sera comme à l'ancienne. Vous aurez une seule éducation. Vous n'aurez plus l'éducation du monde qui viendra tout chambouler comme il y avait avant. On retrouvera une seule éducation. Parce que les choses seront inchangées du début jusqu'à la fin. On est ordinairement le maître de donner à ses enfants. Le maître de donner à ses enfants ses connaissances. On l'est encore plus de leur donner des passions. Les passions. Donc là, la passion, c'est plus la passion de défaut, c'est la passion républicaine, la passion de l'amour républicain. Si cela n'arrive pas, c'est que ce qui a été fait dans les maisons paternelles est détruit par les impressions du dehors. Et donc là, je vous dis une fois de plus ce que je vous disais avec cette éducation du monde qui ravage tout. Et donc là, il nous dit que si ça n'arrive pas, eh bien c'est parce que les pères eux-mêmes ont été corrompus par l'éducation du monde. Ce n'est point le peuple naissant qui dégénère, c'est très important, ce n'est point le peuple naissant qui dégénère, il ne se perd que lorsque les hommes faits sont déjà corrompus. Et donc là, il appuie par cette phrase finale la volonté que c'est l'éducation qui doit jouer ce rôle-là. Il faut réinstruire tout le monde. Il faut réinstruire les pères pour qu'ils puissent bien instruire les enfants et que les enfants soient instruits par des maîtres. Voilà, c'est ça vraiment qu'il nous dit à la fin. Donc, il nous dit bien que ce peuple, le peuple, ne naît pas corrompu, si vous voulez, ne naît pas de manière illogique. C'est la société, on peut dire ça, qui va le corrompre. Voilà, j'en ai fini pour ce premier texte. La prochaine fois, on pourra aborder un second texte qui est plus court, donc je pense qu'on abordera les deux prochains. Donc je ne vous donne pas le thème, je vous laisserai le découvrir. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, également que ça vous a amené à réfléchir, parce que c'est un petit peu le but. Hein. Le but à la fin, c'est que vous ayez également d'acheter l'entièreté de l'esprit des lois de Montesquieu pour que vous fassiez vous-même une idée et vous forgiez vous-même votre raisonnement politique. Donc voilà, j'en ai fini. J'espère que je pourrai vous retrouver très vite, la prochaine fois. Et donc, je vous dis à très vite.